Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 17 février 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Sénégal. Je dois vous dire que j'ai été choqué par, comment on appelle ça, les méthodes utilisées par Macky Sall et ses sbires pour humilier un homme intègre, en l'occurrence le maire de Ziguinchor, le futur président pour moi du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Donc là, habituellement, je mets des images comme ça de la personne concernée, mais là, j'ai décidé de montrer un personnage, une personnalité très connue au Sénégal et qui a marqué son époque dans l'histoire politique du Sénégal. En tout cas, un des pères, pour ne pas dire le père de l'indépendance du Sénégal. Ceux qui s'y connaissent auraient déjà reconnu. Je vous montre d'abord, ça dure 2 minutes, hein, son intervention, et après je fais mon commentaire. Étions loin d'être des anti-français. Nous étions des amis de la France, mais pas, mais nous refusions, et en particulier des gens de ma tendance, nous refusions d'être des larbins, des instruments de la France. Nous voulions être des gens indépendants, mais mettant ensemble ce que nous avions vraiment de commun avec la France. Et cette communauté de langue, quelque chose de formidable. Et puis l'histoire, il y a des liens que nous avons tissés à travers l'histoire, qui sont des liens privilégiés que nous n'avons pas avec les États-Unis d'Amérique, ni avec l'Angleterre. Et donc, nous étions vraiment bons pour faire un sort particulier, pour avoir des relations privilégiées avec la France. Mais à condition que ça se fasse dans la dignité, dans l'égalité, dans la bonne foi. C'était ça, nous, notre conception des liens avec la France, des rapports franco-africains. Je l'explique d'ailleurs, je crois, dans mes mémoires, que nous étions des amis, nous n'étions pas des anti-français, des amis de la France, mais pas des valets de la France. Nous refusions d'être des valets de la France. Alors, et c'est tellement vrai que chaque fois que je faisais une tournée, que je partais en mission à l'extérieur, aux États-Unis, en Union soviétique, je passais par Paris, parce que le passage obligé, c'était Paris, soit pour aller de chez nous à l'extérieur. Chaque fois, quand j'arrivais ici, on me demandait, Focard, justement, qui était dans la communauté, est-ce que vous souhaitez rencontrer le général de Gaulle? J'ai dit non, je n'ai pas à rencontrer le général de Gaulle. C'est comme si je rendais compte au général de Gaulle. Mon compte rendu, je le dois d'abord à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, et pas au général de Gaulle. Voilà un exemple précis. Alors c'est depuis que les choses ont changé complètement. Les rapports ont changé complètement. On est devenus des vassaux. Les chefs d'État ont accepté ensuite, sous l'influence de gens comme Foccart. Et ben, voilà, les choses ont changé. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là et vous voyez... Monsieur le Président, bonjour. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, impressionnant. Moi, j'ai découvert il y a maintenant 7 ans, facilement. Hein, et je dois dire qu'au Sénégal, j'ai vraiment comme ça, deux grosses admirations. C'est d'abord Cheikh Anta Diop, hein, le très très grand monsieur, et puis monsieur Mamadou Dia. Ah oui, c'est impressionnant. Vous vous rendez compte? Il est mort à l'âge de 98 ans. Hein. Je crois qu'il est né en 1910, et puis il est décédé en 2009. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, extraordinaire. Djubian, c'est mon surnom sur le net. Je me présente donc un authentique et convaincu panafricain et je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Mais écoutez, je le rappelais que j'ai été choqué par, comment dire, l'arrestation. En fait, bon, Ousmane Sonko, il a fait preuve de calme, beaucoup de, comment dire ça, sagesse. Et ils en sont rendus là. Ils en sont rendus là. Et je crois que je fais ces liens-là avec Mamadou Dia pour dire quoi? Pour dire que, en fait, Mamadou Dia, c'est la génération de Sédar Senghor. Vous voyez? Et c'est Senghor qui l'a attiré à la politique parce que lui, c'était un instituteur, les premiers intellectuels après-guerre au Sénégal et en Afrique même en général, francophone. Et puis, en fait, Senghor, quand il est rentré d'Europe, il a entendu parler de lui et il a appelé pour venir avec lui pour mener la politique. Bon, sauf que ils ont les deux tempéraments différents, c'est-à-dire que Senghor, c'est la soumission, hein, l'aliénation, malgré ses agrégations en grand-mère.
et le complexe, tout naturellement. Alors que Dia, justement, c'est tout le contraire. C'est le jour et la nuit. Vous voyez, même regardez là, quand il s'exprime là, je ne sais pas de quelle date, enfin, de quand ça date cette interview, mais excellent. Il dit on n'a pas envie d'être des larbins. Hein, et c'est pas pour autant qu'on est contre la France. On est contre la politique française, nuance. Mais comme les dirigeants français, ce sont des embrouilleurs, ce sont des gens qui sont pas honnêtes. Parce que si on est honnête, on dit, en fait, les Africains aujourd'hui au XXIe siècle ne veulent plus de notre politique. Voilà. Mais ils vont pas dire ça. Pourquoi? Mais parce que s'ils disent ça, eh ben, ils vont tout de suite voir que le peuple va leur dire, bah oui, bah, faites correctement. Mais bon, le peuple il est lui-même largué, hein, le peuple français, tout naturellement. Il est le même, il est la première. Le peuple français, c'est la première victime pour moi, ouais, très clairement. Donc là, euh, quand je vous dis je fais le lien, c'est de dire qu'au XXe siècle, parce que là nous étions au XXe siècle avec Mamadou Dia et Sédar Senghor. Donc lui déjà, même bien avant, regardez, Thomas Sankara, quand il a pris le pouvoir, il a rebaptisé à la Haute-Volta qui est devenu le Burkina Faso. Et ben, donc définition du Burkina Faso qui veut dire le pays des hommes intègres. Mais en fait, je pense, si je ne me trompe pas, hein, Sankara ça a dû s'inspirer des gens comme Mamadou Dia, puisque ça c'est des gens qui étaient intègres. Hein, c'est de l'intégrité même. Ceux qui connaissent bien hein, son histoire au Sénégal, hein, eh ben, pas de corruption, et, les choses en règle. Ah oui, 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 oui. Très clairement. Vous voyez, donc c'était un homme intègre, originaire du Sénégal. Hein. Je crois que sa maman est sérère, donc de la même ethnie que, comment dire, Senghor, et puis son père est du centre, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Mais c'est incroyable l'intégrité morale de ce monsieur. Ah oui, remarquable. Bon là, il a fait 12 ans de prison. 12 ans de prison parce qu'à l'époque, il avait été accusé de vouloir faire un coup d'État comme Senghor. Et quand il s'exprime, hein, il donne des interviews après. Il dit, mais non, aucunement, aucunement. Mais c'est la France, avec les Focard et compagnie, hein, mercenaires, qui étaient à la manœuvre, tout naturellement. Et donc, de dire quoi? De dire que Ousmane Sonko, ben écoutez, j'en appelle au peuple sénégalais en général et à la jeunesse sénégalaise en particulier. Je dis que là, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une révolution. Très clairement. Ah oui, parce qu'en fait, on est dans une situation où ceux-là même qui, très souvent, disent qu'ils sont hostiles à ce que les militaires prennent le pouvoir en Afrique, hein, mais là, qu'est-ce que vous répondez quand on voit les images comme ça où M. Sonko est assis dans sa voiture, à l'arrière de sa voiture, et puis les gens qui sont gantés, qui sont casqués, on a l'impression qu'ils ont affaire à, comment on appelle ça, Pablo Escobar, enfin en tout cas les grands gangsters là, qui font des trafics de drogue ou criminels. On a l'impression. Et moi, quand je vois ça, je peux vous dire, quand je vois les images, je me dis, mais écoutez, si vous êtes assez fort, mais je crois qu'il y a des régions d'Afrique où il y a des problèmes de djihadisme, allez-y là-bas pour vous battre contre eux. Ce serait intéressant, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc la honte, elle tue à petit feu. Ouais, 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 ouais. Non, parce que c'est pas possible. Prenez compte. En fait, ils ont affaire à un citoyen ordinaire qui aspire simplement à pouvoir servir son pays, hein, tout comme Macky Sall a pu le faire. Bon, maintenant, il faut céder la place. Parce qu'il faut faire le bilan de Macky Sall. Hein? Le bilan, c'est d'abord commencer par, comment dire, emprisonner Karim Wade, et ensuite l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Et puis, comme ces stratagèmes-là a l'air de marcher, il veut recommencer une troisième fois. Or, là, je vous dis, ça me peut penser à, comme on dit souvent, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Là, pour Sonko, ça va être le point final. Et que moi-même, j'encourage vivement, je vous dis, hein, je ne cache pas qu'il faut écourter son mandat, parce qu'autrement, les 12, 11 mois qui restent, ça va être épouvantable. Donc il faut maintenant descendre dans la rue et dire à Kissal de partir, tout simplement. Hein, et aller le chercher dans son palais là-bas, et puis le virer, de manière à ce que la démocratie puisse bien se porter. Parce que là, il est en train d'installer ouvertement hein, la dictature au Sénégal. Vous vous rendez compte? Mais non, mais c'est pas possible. Rien n'est respecté. Alors, moi, quand on regarde les images au départ, on pourrait penser que c'était Sonko qui refusait d'aller se présenter au tribunal. Mais quand bien même. Enfin, je veux dire, là, il n'est pas en train de courir, là. Il est là. Donc, il y a limite, c'est encercler sa voiture et puis attendre. Alors, on me dira, oui, on n'a pas le temps. Mais là, le fait de casser, ça, c'est des méthodes de voyous, de gangsters, tout simplement. Ah oui. Donc là, finalement, quand on comprend, eh bien, euh, l'audience a été reportée. Voilà. Hein, à la demande des avocats de Ousmane Sonko, hein, ils ont demandé le report et ils ont obtenu le report. Donc c'est prévu pour le 16 mars 2023. Donc là,
lui, il était maintenant dans sa voiture pour repartir. Et il avait prévu d'aller faire une conférence, d'aller tenir une conférence de presse. Et comme il est très populaire, et eux, ils le savent, la France le sait, Macky Sall le sait, et ses partisans, eh ben, ils ont essayé de, comment dire, bloquer son cortège et lui dire, bon, écoutez, maintenant vous allez retourner chez vous. Donc là, il y a privation de liberté, parce que normalement, Ousmane Sonko, jusqu'à preuve du contraire, c'est un citoyen comme les autres, et que par conséquent, pourquoi on veut l'interdire de pouvoir circuler? Et d'ailleurs, quel est son rang? Ben, c'est pas un kidam. C'est un homme politique de premier plan. Il est le chef de l'opposition au Sénégal. Hein? Depuis 2019. Et moi, je rappelle toujours, je dis qu'en réalité, s'il n'y avait pas les bourrages d'urnes, s'il n'y avait pas des trucages, des magouilles, c'était Ousmane Sonko qui était élu depuis 2019. Très clairement. C'est une combine comme ça qu'il y a eu entre Macky Sall et puis l'autre homme politique là, comme ça, un des anciens là-bas, enfin quand je dis ancien, il n'est pas aussi âgé que ça, mais simplement, il est plus âgé que Macky Sall et puis Ousmane Sonko, c'est sûr. Hein? Idrissa Seck, si je ne me trompe pas de nom. Un monsieur qui est noir comme ça, des teints noirs. C'est lui qui est dans la combine. Après, il a eu une poste de nomination, je crois, je ne sais pas si c'était Conseil économique et social, je ne sais pas, quelque chose comme ça. N'importe quoi. Corruption morale dans un premier temps et ensuite corruption matérielle. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est clair, très clairement. Ah, mais c'est clair que là, d'ailleurs, j'ai écouté un commentaire, une analyse du frère Issa Diawara que j'aime beaucoup. Eh ben, je partage son point de vue. Il a dit, écoutez, là, il ne faut pas jouer le jeu de Macky Sall de la France. Hein, c'est-à-dire de dire que, bon, voilà, on va essayer d'aller aux élections. Non, 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 non. Si c'est les élections avec Macky Sall, vous allez perdre. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas... En fait, ces gens-là ne sont pas... Comment dire ça? Ils sont dans la démarche de dire... comment dire ça? Comme on dit la célèbre phrase que disait François Verschave. Hein, voilà, le vice hein, qui rend hommage à la vertu. Voilà, eux, ils sont dans cette démarche-là. Voilà. Le vice rend hommage à la vertu. En gros, c'est dire, voilà, faites ça, mais par contre, moi, je ne le ferai pas. D'une certaine façon. C'est-à-dire induire les gens en erreur, mais volontairement. Ah, c'est dingue, dingue. Donc, je vous dis, moi, j'ai été choqué. Et là, j'ai tenu à rappeler par rapport à Mamadou Dia, parce que ce monsieur, je vais lire tout à l'heure mes notes, mais très brillant homme, qui avait une vision de liberté, hein, d'indépendance réelle et de souveraineté réelle. Et vous voyez, il a dit, mais quand à l'époque, il fallait aller à tel endroit, il fallait... Bon, les Français, ils ont fait ça depuis fort longtemps. Ils ont conçu de manière à ce que, justement, on soit dans la dépendance. Donc, moi, pareil, là, pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai dit, bon, voilà, je crois que j'ai dû peut-être la dire il y a un an ou deux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez deux tendances en Afrique. Vous avez, pour les hommes politiques, j'entends, hein, il y a les dirigeants africains qui sont les pères de la dépendance, hein, le père de la dépendance, dépendance de la France, hein, Faute-Boigny, Senghor et tout ça, vous voyez, Bongo, hein, qui est encore Sassou Nguesso, hein, la liste est longue, hein, malheureusement, malheureusement. Puis le pire, c'est qu'ils ont des, comment on appelle, des héritiers. Bon. Et puis vous avez les pères, hein, les partisans de l'indépendance, voilà. C'est-à-dire prendre ses distances avec la France et pouvoir faire ses choix, changer de partenaire quand on veut, multiplier les partenaires commerciaux, hein, à tout point de vue, voilà. Or, eux, c'est le contraire. Ils disent non, 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 on met tous nos œufs dans le même panier, on donne à la France. Et donc, du coup, ben, la France, elle fait la pluie et le beau temps. Et quand on fait le bilan, c'est le désastre total. Et là, c'est un euphémisme, hein, le mot est faible. Trouvez un mot encore plus fort que ça. Très clairement. Vous voyez? Donc là, je vais lire rapidement ce que j'ai pris comme note. Et je vous dis, et puis même, il me fait penser un peu aussi à un de mes pères, très très important, Aimé Césaire, qui est mort, je crois, à l'âge de 94 ans. Il me fait penser un peu à ça quand arrivé à cet âge-là, ils ont toujours gardé la lucidité. C'est extraordinaire. Césaire qui à l'époque comme ça, il disait, même à 94 ans, il dit, quand à l'époque il se faisait interpeller au quartier latin dans les années 50, il s'est retourné et puis l'autre qui dit, hé le nègre, il dit le nègre il t'emmerde. Ah, j'adore ça. Ah oui, le nègre il t'emmerde. Voilà. And so what? Et vous avez une autre question? Bon. Là, les choses sont claires. Pas de complexe, pas d'aliénation et encore moins de corruption. Voilà. Nous, on est là-dessus comme ça. Alors, donc, ce que j'ai pris comme note, rapidement. J'ai dit que, en fait, l'interview de Mamadou Dia, hein, bon, vous pouvez retrouver un pareil, vous allez taper sur YouTube ou les réseaux sociaux, là, vous tapez son nom, Mamadou Dia, tout simplement, D-I-A, et vous allez retrouver hein,
il était président du Conseil, hein, c'est-à-dire l'équivalent Premier ministre à l'époque. Et lui, il était partisan du régime parlementaire, alors que Senghor, qui était dans l'école française, c'est le régime présidentiel. Voilà. Ils étaient en rivalité, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Parce que j'ai dit, bon voilà, là, Macky Sall, justement, c'est l'héritier de Senghor. Hein, c'est l'héritage. Et encore, Senghor n'était pas aussi cynique. Ah oui, il n'était pas aussi aliéné. Hein, voilà, je crois que en fait, Macky Sall il a battu Senghor, et puis de l'autre côté en Côte d'Ivoire, monsieur Mamadou, monsieur, que dis-je, monsieur Alassane Dramane Ouattara a battu Houphouët-Boigny en matière de l'aliénation, en matière de complexe, et en matière de corruption morale et corruption matérielle, tout ça, ils ont cassé la baraque. Hein. Ah oui, les héritiers là, de cette école-là. Donc je disais qu'il est né le 8 juillet 1910, vous voyez, et il est décédé le 25 janvier 2009, voilà. Hein, donc il avait 98 ans. Hein, c'est le père de l'indépendance sénégalaise, très clairement. Il entre en politique grâce à Senghor, bon ça hein, c'était après l'après-guerre. Hein. Donc sa formation, il était instituteur, hein, c'était son métier. Et donc il rentre en politique, c'était en 1958. Et il était favorable à l'indépendance comme Ahmed Sékou Touré, voilà. C'est-à-dire même avant, il le dit dans des interviews, il dit que même c'est avant Sékou Touré. C'est-à-dire que dire non, en fait, quand De Gaulle a comment dire, fait sa tournée africaine, où il demandait à ce que les Africains votent pour rester dans l'Union française plutôt, et ben lui, il était pour dire que non, 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 on veut notre indépendance, et tout comme Ahmed Sékou Touré, le président de Guinée-Conakry. Vous voyez, ils étaient dans la même comment dire, optique, et ils partageaient les mêmes valeurs. Valeurs d'indépendance, de liberté, absolue. Vous comprenez? Donc lui, il n'a pas eu la même chance que Sékou Touré en la matière. Hein. Et en fait, Senghor était contre l'indépendance. Hein, un peu comme les Houphouët-Boigny là. Hein. On fait confiance à la France parce qu'ils vont nous apprendre, et tu parles aujourd'hui au XXIe siècle, regardez ce que ça donne. Il était favorable à une fédération, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est, voyez là l'actualité. L'actualité, c'est les rencontres qu'il y a entre les trois ministres d'Affaires étrangères, celui du Mali, hein, Abdoulaye Diop, et puis la ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, et puis le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry. Voilà, ils se réunissent là, et puis ils ont l'intention de créer une fédération. Alors, j'avais prévu au départ de faire une vidéo là-dessus, mais comme là, il y a le cas de Ousmane Sonko qui est urgent, donc voilà, j'ai bouleversé un peu mon agenda. Mais en fait, il y a quelque chose qui est vraiment du domaine de, comment dire ça, on pourrait faire un film ou même une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'en en fait, la CEDEAO, qui a été créée en 1975, je crois, au Nigeria, c'est déjà sa vocation au départ, c'est l'économie. Hein. C'est ça la compétence de la CEDEAO. Mais non, ils ont délaissé l'économie et ils se concentrent à fond sur la politique et ils font n'importe quoi. Ce que j'appelle, en fait, faire usage caricatural hein, de leur connaissance et de leur savoir. Ils font n'importe quoi. Vous voyez? Donc, ils ont prononcé des sanctions contre le Mali, d'abord, contre la Guinée aussi, et puis contre le Burkina Faso, parce qu'ils disent que ce sont des militaires qui sont au pouvoir, donc voilà, il y a des sanctions pour les encourager, ou en tout cas pour les inciter, hein, les obliger à céder la place aux civils. Alors qu'on sait très bien que les civils sont même pires comment dire, que les militaires. Regardez là l'expérience où on casse les vitres de Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Alors je dis, on compare, regardez. Il était d'abord accusé pour des histoires de viol. Hein, dans un institut de beauté là. Bon. Eh bien, est-ce que vous croyez, quand on compare, est-ce que vous croyez que, qu'est-ce qui est grave? C'est le viol qui est grave ou c'est l'histoire de diffamation? Parce que là, je dis, ils ont plein de trucs, hein, ils ont vraiment dans leur tiroir, ils ont plein de trucs pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. C'est ça leur motivation. Or, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a rien dans le dossier. Pourquoi? Mais parce que la logique voudrait que ça soit plutôt crescendo. C'est-à-dire qu'au départ, on lui parle de diffamation, et puis après, allez, on sort le truc lourd, à savoir la question comment on appelle ça, de viol. Or là, non. Comme le viol, hein, Ousmane Sonko et son équipe d'avocats, et puis c'est ceux qui travaillent avec lui, ils ont démonté. Puis il y a des citoyens honnêtes, je pense au capitaine là, qui a finalement été comment dire, démis de ses fonctions, mais il était, lui, à prendre en charge l'enquête, et il s'est rendu compte que tout était faux, les documents étaient faussés, les procès-verbaux et tout ça. Vous voyez? Donc là, comme on dirait un certain homme politique français qui disait à l'époque, chez Chirac, il disait, ça s'est dégonflé. Et là maintenant, tac, ils prennent un autre tiroir en disant, voilà, maintenant on va l'attaquer sur la question de la diffamation. Mais franchement, est-ce que c'est pas sérieux? Là, j'en appelle aussi au bon sens, là. Hein. J'ai dit, est-ce que
la question de la diffamation est beaucoup plus importante que le viol. En gros, c'est de dire que si le viol, ils ont échoué, ben ça y est, on les laisse tranquilles. Mais là, c'est coûte que coûte. Donc, c'est un bras de fer hein, qui doit, comment dire, avoir pour finalité, en fait, la sortie du peuple sénégalais, la jeunesse en particulier. Je veux dire, un peu comme vous avez pu le faire en janvier, février, mars, enfin, en 2021. Ah oui, là, maintenant, le moment est venu plus que jamais, puisque là, on est à 11-12 mois de l'échéance. Je crois que la date qui a été maintenant affichée, hein, qui a été donnée, c'est le 25 février 2024. Voilà. Donc on est en pleine campagne électorale. Et à chaque fois, vous allez observer que Ousmane Sonko, quand il se déplace, il y a un monde fou partout, dans tout le Sénégal. Ce qui n'est pas le cas pour Macky Sall. Hein. Et c'est bien pour ça qu'il est dans un complexe. Il est complexé par ses adversaires, Macky Sall. Et là, en l'occurrence, par Ousmane Sonko, qui a un succès naturel. Parce qu'il fait tout simplement, il répond aux aspirations du peuple. Hein. C'est tout simplement ça. Or, Macky Sall, il répond quoi? Il répond aux préoccupations et aux aspirations des autres, comment j'allais dire, aux autorités françaises. Eh oui, c'est pour ça qu'il le motive. Et je dois dire même qu'à un moment donné, lui, quand j'ai vu les images, quand il est parti en Côte d'Ivoire, je voyais bien qu'il n'était pas à l'aise. Voilà, il n'était pas vraiment détendu. Et bien, je me dis, ça se trouve, comme ils ont pu le faire pour, comment on s'appelle, Idriss Déby à l'époque, eh ben, ils sont en train de le forcer. Voilà. Alors ça sauve lui-même, ça lui plaît, mais bon, allez savoir, allez savoir. Ah oui, mais comme il a fait plein de magouilles avec tout son entourage, là, son clan, eh ben, leur problème, c'est pour ça qu'ils refusent de quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que si on fait les enquêtes sérieusement, et que si ce n'est pas eux qui instrumentalisent la justice et puis l'administration, eh ben, leur place est ni plus ni moins qu'en prison. C'est ça, la réalité des choses. Donc, ce que je disais, c'est que par rapport à cette fédération-là, l'actualité nous démontre que, eh ben, là maintenant, il faut le confirmer. Hein. Alors qu'à l'époque, là aujourd'hui, en 2023, il y a donc le Mali, il y a le Burkina Faso et puis la Guinée. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque de Mamadou Dia, le premier ministre de l'époque du Sénégal, eh ben, il y avait la question, comment dire, du Soudan français, Mali actuel, mais à l'époque on parlait de Soudan français. Bon, donc ils avaient décidé hein, de créer une fédération là, hein, qui regroupait donc le Sénégal, le Mali, hein, le Burkina Faso et le Bénin. Mais les Français, avec Foka et tout ça, ils ont fait tout pour saboter tout. Ah oui, c'est clair. Ah oui, oui, oui. Non, non. Non, parce que eux, ils ne peuvent pas imaginer que les Africains se mettent ensemble, se réunissent, parce que ça signe leur arrêt complet de pillage. C'est ça. Donc, finalement, ils sont aussi dans ce que j'appelle une démarche naturelle. Donc, c'est à nous maintenant d'en prendre connaissance définitivement, enfin d'en prendre conscience définitivement, et puis maintenant de mettre les choses à leur place. Et puis d'écarter tous ces aliénés, tous ces complexés, tous ces corrompus-là. Parce qu'eux, ils ont fait leur temps. Hein, quand on regarde là, les bilans, ça donne quoi? Hein, des jeunes qui meurent dans la Méditerranée, qui sont en souffrance dans les déserts, là, aussi bien en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et puis du Maghreb, en Libye, n'en parlons pas. Hein, ou à mourir dans la Méditerranée. C'est ça leur bilan. Hein. Non mais franchement. Donc la suite, c'est quoi? C'est que je disais voilà qu'elle était favorable à l'époque à mettre en place cette fédération-là, hein, avec le Dahomey, hein, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Hein, voilà. Et tout ça a été capoté. Donc il devient président du Conseil à partir de 1957 et jusqu'en 62. Vous voyez? Le président du Conseil, en fait, c'est l'équivalent du Premier ministre hein, voilà, au Sénégal à l'époque. Ils ont copié sur tout le français, donc ceci explique cela. Je disais que la France a tout fait pour empêcher toute tentative de fédération et d'association avec les différents pays africains. Voilà, c'est clair. Hein. Donc il a noué des relations avec l'Union soviétique déjà à l'époque. Ah oui, 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 oui. Hein. Mamadou Dia, lui, il était favorable à ce que justement le Sénégal puisse avoir des partenaires un peu partout. Ce qui n'était pas le cas de Senghor qui lui disait bon mais on confie tout à la France. Vous voyez. Donc hein, l'Union des républiques socialistes soviétiques, lui il avait déjà contact avec eux. Et notamment il travaillait beaucoup avec les agriculteurs là-bas au Sénégal et il avait vraiment comment on appelle, un travail d'envergure pour développer le pays. Donner du travail à tout le monde. Bon, il était du même parti avec Senghor, mais lui, la tendance qu'il avait, c'était un homme libre. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut... Et puis, c'était un homme d'aujourd'hui, finalement. Ah oui, là, lui, leur génération, c'est 20e siècle, mais ça n'empêche que, quand on y pense, on est en plein dedans, là. Regardez, là grâce
comment on appelle ça, aux soviétiques avec le président Vladimir Poutine, qui est un homme providentiel, je tiens à le rappeler à chaque fois, très important. Ah oui, 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 oui. Hein, ça, je le dis avec plaisir. Hein. Monsieur Vladimir Poutine est un homme providentiel d'abord pour son peuple, et ensuite un homme providentiel pour les pays africains qui veulent s'en sortir de l'impérialisme, qui veulent s'en sortir du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà. Maintenant aussi, au Mali, on a comme homme providentiel les colonels. Ce sont des hommes providentiels. Ah oui, ça, il faut le dire. Hein. Non, parce que ici, c'est tabou. Parce que ici, c'est l'oligarchie qui fait le casting pour choisir. Donc, évidemment, si c'est elle qui organise ça, vous comprenez bien que tout s'explique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bouillard. Là, il fallait que je le balance ça. Voilà, donc on avance. Ensuite, c'est quoi? C'est que c'était un homme intègre, voilà, j'ai bien dit, avant que le capitaine Thomas Sankara, voilà, il popularise la notion d'intégrité des hommes de son pays. Voilà, hein, c'était bien avant Sankara, très clairement. Parce que Sankara, c'est la génération d'après. Vous voyez? Il a été mis en prison durant 12 ans, voilà, 12 ans parce qu'on l'a accusé d'une tentative de coup d'État, alors qu'il, lui, dans des interviews, il explique, il dit non, 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 pas du tout. Tout ça, c'est les Français qui sont derrière, hein, qui manipulent tout le monde, très clairement. Hein. Un coup d'État contre Senghor, il dit qu'il n'y avait pas d'intérêt. Non. Donc il a été arrêté à l'époque, c'était le 18 décembre 1962. Alors moi je rappelle que Senghor était contre le régime parlementaire, hein, très clairement. Lui il voulait plutôt présidentiel, bon je l'ai déjà dit. Voilà. Il était donc le principal artisan de la construction du Sénégal moderne. Voilà. Vous voyez? Ah non mais c'est énorme, hein. Le Sénégal moderne lui doit beaucoup. Parce qu'il avait déjà planifié plein de choses pour son développement. Et d'ailleurs, il y a des interviews comme ça où il explique, il dit, bon, les gens s'accrochent au pouvoir. Déjà, il critiquait Senghor à l'époque pour ça. Hein. Hein. Il critiquait... Bon, Senghor encore, c'est au XXe siècle et puis c'est une autre époque. Vous voyez? Mais là, aujourd'hui, on a quand même du recul, on a l'expérience. Ce qui fait que les gens, quand ils arrivent, ben, qu'ils fassent un, deux mandats et puis après qu'ils s'en aillent, qu'ils laissent la place à l'autre parce qu'ils se croient indispensables. Mais simplement, j'ai envie de dire, ce sont des ploucs. Enfin bon ce que je veux dire, c'est que ces mecs, je dis toujours qu'ils me font penser à des gens qui ont gagné au loto. Mais vraiment une somme faramineuse qui fait que ben, ils sont perdus. Parce que normalement, si tu as les pieds sur terre, bon écoute, le pays appartient à tout le monde. Donc ce que tu fais, toi tu viens, tu fais ce que tu peux faire, voilà, c'est ça. Et puis tu laisses la place, tout simplement. Et non pas venir là et dire, bon, ben, maintenant que j'ai pris le fauteuil, eh ben, je vais mourir. Bon, là aussi pareil, qu'est-ce qui explique ça? Ben, ça s'explique parce que c'est la France mais qui manipule tout le monde. Parce que si, là le travail qu'on est en train de faire, c'est ça, c'est de pouvoir se débarrasser de la mainmise de la France. Et à partir de là, les gens seront totalement libres. Et quand les gens sont libres, ben là, ils font des bons choix. Mais là, les Macky Sall, les Patrice Talon, les Bazoum. Bazoum, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est de l'intox, parce que j'ai reçu un mail hier, là, enfin, un SMS qui me disait qu'il y avait un coup d'État au Niger. Je ne sais pas si c'est intox. Moi, j'ai plutôt l'impression, bon, ça va se confirmer. De toute façon, si c'est vraiment vrai, ça va se confirmer dans les heures, les jours qui viennent. Bon. Et Alassane Ouattara, hein, Yassimbe, le fils, hein, qui est encore au Gabon, Bongo fils, tous ces gens-là, hein, la France-Afrique a plein régime, très clairement, très clairement. Vous voyez? Donc il était favorable à une rupture avec la France, hein, mais simplement parce qu'il dit, on n'a pas envie de rester des larbins. Hein. Qu'est-ce qu'il y a l'histoire d'aller rendre... Et parce qu'on lui dit, quand il fait des escales en France, on dit, mais est-ce que vous voulez pas aller jeter un coup, enfin, parler un peu, rencontrer le général de Gaulle? Il dit non, moi, je fais mes tournées. Hein, les premiers qui doivent bénéficier de mes comptes rendus, c'est mon gouvernement. Hein, ce sont les Sénégalais. Vous vous rendez compte? À l'époque, le mec, il dit ça. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'en fait, ce monsieur est mort à l'âge de 98 ans. On était au XXe siècle. Mais là, comment dire ça? Bon, il est mort en 2009, donc il est mort au XXIe siècle. Mais en tous les cas, je veux dire, la bonne partie de sa vie, il a fait au XXe siècle. Je veux dire, mais les gens qui sont aujourd'hui, on pourrait considérer même ses petits-enfants. Un gars comme Macky Sall, mais il est encore plus complexé. Et moi, c'est ça que je comprends pas. Enfin bon, j'ai du mal, voilà. En fait, c'est pas que je comprends pas, c'est que j'ai du mal. Si je me dis, normalement, on devrait dans un sens comme ça, contraire, c'est-à-dire des gens de la jeune génération qui doivent se dire, bon voilà, comme on a suffisamment de preuves par rapport à ce qui s'est passé par le passé, et bien maintenant, on va arrêter tout ça, on va mettre les cartes sur table, et puis on va savoir, hein, est-ce qu'on a été grugé, est-ce qu'on s'est fait avoir, est-ce qu'on a bénéficié, est-ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Non, non, on est les derniers de la classe. Donc, compte tenu de ça, et bien maintenant, on va prendre les choses en main, et puis on va faire de manière à ce qu'on soit les premiers, parce que comme je vous dis, comme tout part en volo, là, à volo, hein, au niveau du fait que les Occidentaux, ils ont dirigé ce monde-là depuis pas mal de temps, depuis longtemps d'ailleurs, que dis-je, eh bien, il n'y a pas eu de contre-pouvoir véritablement. Donc, avec l'excès de pouvoir, ils font n'importe quoi, ils ne savent plus où ils en sont. Hein. Un peu, je parlais au téléphone avec une de ma collègue là, qui a dit qu'elle a ses enfants qui sont au lycée, parce que moi les miens sont un peu plus grands maintenant. Mais en fait, elle disait que
Ce qu'on leur enseigne, c'est de dire il n'y a pas de homme, il n'y a pas de femme. Enfin, bon, je le sais, mais bon, j'ai pas trop envie parce que YouTube. Non, mais voilà. Moi, c'est compte tenu de tout ça. Je dis, bon, voilà. En fait, il appartient à l'Afrique au 21e siècle, là, réellement. Mais il faut des hommes intègres. Il ne faut pas des hommes aliénés. Il ne faut pas des gens complexés. Il faut que ce soit des gens intègres, mais qui prennent le pouvoir et qui vont maintenant, on va donner des leçons au monde entier, très clairement. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Parce qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, ces gens-là, vous voyez, hein, alors que vous êtes complexé, c'est pour ça que vous avez de l'admiration, alors qu'en réalité, eux-mêmes, ils admirent le noir, mais à mort, à mort. Maintenant, il faut pouvoir être en confiance, voilà, et puis leur dire, ben voilà, on va vous apprendre qu'est-ce que c'est que l'humanité. Voilà. Très clairement. Puis on a les anciens qui ont déjà fait la démonstration. Ils étaient tellement dans la gêne qu'ils finissaient par les éliminer. C'était ça. Mais là, ça va être difficile maintenant. C'est terminé. Pourquoi? Parce que je dis toujours que à l'époque de Thomas Sankara, il était tout seul. Mais aujourd'hui, vous avez 6 colonels au Mali. Vous avez fait quoi? Et puis le jeune capitaine là. Bon, mais il se trouve que c'est pas la solution. Parce que en réalité, si c'était la solution, le fait que vous ayez éliminé les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Ahmed Sékou Touré, les Barthélemy Boganda, les Sylvanus Olympio, hein, tout ce monde-là, hein, eh bien, si c'était la solution, bon, aujourd'hui, il n'y aurait pas cette injure-là qu'on nous fait quand on nous parle du sentiment anti-français, alors qu'en réalité, moi je trouve que c'est une injure, hein, franchement, parce que c'est pas avéré. Ben oui, parce que je dis, si tel était vraiment le cas, donnez-nous des exemples dans les pays africains où les Français sont pourchassés. Depuis que Macron est au pouvoir, hein, par exemple. Ah oui, ça me plairait. Depuis que Macron est au pouvoir, alors qu'on peut repartir à Nicolas Sarkozy, on peut repartir à François Hollande, mais on va rester sur le règne de, comment dire, Macron, c'est-à-dire depuis 2017, voilà, par exemple. Dites-moi, dans quel pays africain on pourchasse les Français? Voilà. Bon, si, après enquête, on voit que ce n'est pas le cas, bon, on arrête. Et je dis d'ailleurs, tous les Français qui habitent là-bas en Afrique, pourquoi ne font-ils pas des vidéos pour dire que c'est faux, cette histoire de sentiment anti-français, puisque nous vivons ici tranquillement, avec quiétude, c'est-à-dire que personne ne nous empêche d'aller à la plage, personne ne nous empêche d'aller faire nos balades en montagne, en forêt, personne. Voilà. Pourquoi ils ne font pas des vidéos? Donc, c'est ça qui fait que ils sont complices d'une certaine façon. Voilà. Ils sont profondément malhonnêtes. Parce que je dis, il faut se montrer un homme et femme libre et de dire les choses. Parce que moi, par exemple, je vis ici en France, eh ben, s'il s'agit de dire la vérité, je dis, ben, écoutez, il y a le cas de Mama Pauline qui a sa boulangerie, là-bas, comment dire, à Levallois-Perret, eh ben, elle est victime, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Hein, on n'est pas dans le fantasme. Elle est victime, hein, de la négrophobie. C'est-à-dire qu'elle, en tant qu'Africaine, eh ben, on fait tout pour la faire partie de sa boulangerie. Et là, elle est dans un bras de fer là, avec eux parce qu'ils sont embarrassés. Parce qu'en réalité, c'est une démarche politique, hein, d'ostracisme, de racisme, hein, et rien d'autre. Bien entendu, bien entendu. Parce qu'en réalité, je vous dis son expérience à l'époque quand elle venait d'arriver avec son mari, les gens quand ils passaient, quand ils la voyaient comme c'est une femme noire, une camerounaise, eh ben, ils pensaient qu'elle était employée. Et quand ils étaient sympathiques quand c'est comme ça. Mais quand elle a démontré que non, ils ont compris qu'elle n'était pas employée, c'était elle la patronne, eh ben là, ils ont changé. Mais vous vous rendez compte? Voilà, c'est la France, hein, enfin bon, je vais m'arrêter là. Merci à vous tous pour votre attention. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Tout simplement. Voilà. Merci pour votre attention et puis à très bientôt.